Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La justice britannique décide d'autoriser l'extradition d'Augusto Pinochet vers l'Espagne. L'ex-dictateur chilien a aussitôt fait appel. Une nouvelle bataille juridique en perspective. La joie de ses opposants à Santiago. À Londres, après la catastrophe ferroviaire de Paddington, les premiers éléments de l'enquête démontrent l'erreur humaine. L'un des conducteurs a brûlé un feu. Le système de freinage automatique n'était pas enclenché. Nombreuses réactions après la décision de la CGT de ne pas participer à la manifestation organisée par le Parti communiste. Le cordon ombilical semble coupé. Robert Rue dédramatise la situation. Et puis les collections du printemps été 2000, le millénaire semble dopé. L'imagination des couturiers sur les podiums aujourd'hui, Christian Lacroix et Chanel. Les manifestations de joie des opposants d'Augusto Pinochet après le feu vert de la justice britannique qui, en fin de matinée, a autorisé l'extradition vers l'Espagne de l'ex-dictateur chilien. Une étape décisive qui vient prendre place dans cette longue saga politico-judiciaire. Même si les avocats d'Augusto Pinochet ont immédiatement fait appel, cette décision lourde de symboles laisse espérer qu'il n'y aura plus d'impunité pour les anciens dictateurs. Benoît Duquesne. C'est une nouvelle explosion de joie et une nouvelle bataille remportée par les adversaires du général Pinochet. Ils viennent d'apprendre que le président Ronald Bartol, dans son tribunal de Bow Street, leur donnait raison. Lui dont la presse s'inquiétait des sympathies conservatrices, a jugé Augusto Pinochet extradable au regard des lois anglaises et espagnoles. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et mon premier cadeau, c'est l'extradition de Pinochet. À leur sortie du tribunal, les avocats du dictateur ne cachent pas leur amertume. Ils ont pourtant tout essayé pour sauver leurs clients, y compris les pires arguments. Ils ont contesté chacun des 34 cas de torture recueillis en Espagne par le juge Garzón, invoqué en vain l'immunité de Pinochet, crié au complot et au procès politique, affirmé même qu'il ne s'agissait pas de torture mais d'exécution, ne justifiant pas en droit l'extradition. À chaque fois, le président leur a donné tort. C'est très injuste. C'est la vengeance du monde communiste qui n'a jamais pardonné Pinochet d'avoir sauvé le Chili du communisme. Pour le monde, ça signifie qu'il n'y a pas impunité, qu'un chef d'État ne peut pas torturer, ne peut pas exilier, ne peut pas assassiner, impunément. Tout est loin d'être terminé ici. Les différents recours intentés par les défenseurs du général Pinochet peuvent encore prolonger la procédure pendant environ un an. Sans oublier la décision finale qui appartiendra au ministre de l'Intérieur. Jusqu'à présent, le gouvernement britannique a toujours voulu éviter de faire du cas Pinochet une affaire politique avec le Chili. Mais on sait que cette affaire l'embarrasse. On sait aussi que le général Pinochet est malade. Et on sait qu'un éventuel décès ici, dans cet exil forcé, risquerait encore plus d'embarrasser le gouvernement de Tony Blair. Au Chili, où les familles des disparus attendaient avec impatience la décision de la justice britannique, l'annonce au petit matin par les radios et télévisions a été saluée par les larmes et la joie de ceux qui avaient milité pour que comparaisse le général Pinochet. De l'autre côté, les partisans de l'ancien dictateur en ont été pour leurs frais, alors que le gouvernement chilien s'apprête à demander officiellement à la Grande-Bretagne la libération de l'ancien dictateur pour raison de santé. Le deuxième grand titre de l'actualité avec à Londres les premiers éléments de l'enquête après la catastrophe ferroviaire de Paddington. Comme on pouvait s'y attendre, il s'agit bien d'une erreur humaine. Le drame aurait pu être évité, l'un des conducteurs a brûlé un feu et en l'absence d'un système de freinage automatique, il n'y avait plus aucun dispositif pour empêcher le terrible accident. Ce soir, le bilan toujours provisoire fait état de 104 morts et disparus. Jacques Cardoz, Gilbert Usan. À première vue, l'image semble toujours la même. Un enchevêtrement de carcasses, des enquêteurs qui continuent de rassembler une somme impressionnante d'indices et une charpente métallique censée protéger les recherches. Mais aujourd'hui, on comprend mieux ces images lorsque l'on sait ce qui a précédé la collision. Les explications nous sont fournies par le HCE, organisme public chargé de l'enquête. Si le conducteur passe le double feu jaune, il sait automatiquement que le feu suivant sera rouge et alors il devra ralentir. En revanche, s'il n'y a qu'un seul feu jaune, il doit d'abord ralentir pour ensuite s'arrêter. La catastrophe de Paddington est donc due essentiellement à une mauvaise interprétation des signaux lumineux.
Le conducteur du train de banlieue a forcément brûlé en toute connaissance de cause au moins une signalisation. Car si effectivement le signal 109 n'a pu être vu, les précédents l'ont alerté. Même un feu jaune provoque un avertissement sonore dans la cabine. Ce conducteur âgé de 31 ans, peu expérimenté, est donc au centre du rapport. Son ami estime qu'il ne peut être responsable. Faut pas croire qu'il s'est entraîné seulement 6 mois. Il a suivi une formation continue. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est responsable parce qu'il conduit seulement depuis 2 mois. Et d'ailleurs, il n'est même plus là pour se défendre. Lord Cullen, le juge écossais désigné pour mener l'enquête publique, s'est rendu sur les lieux du drame. Sans doute va-t-il devoir faire des recommandations, car c'est toute la sécurité qui est négligée en Grande-Bretagne. Le rapport précise en effet que le train de banlieue n'était pas équipé du système de freinage automatique. L'autre train, l'Express, lui, était équipé du système, mais celui-ci n'était pas en fonction. Enfin, ce rapport décidément accablant ajoute que la catastrophe n'aurait sans doute jamais eu lieu si les trains avaient été équipés d'un système intitulé TPWS, un nouveau système de freinage automatique, un système qui sera obligatoire seulement en 2004. Aux États-Unis, la victoire judiciaire des familles des victimes du vol de la TWA, un juge fédéral de New York, les a autorisées hier soir à poursuivre Boeing. L'avionneur américain était depuis longtemps montré du doigt, même s'il n'existe aucune explication officielle de la catastrophe. Je rappelle que l'explosion en vol de l'appareil avait coûté la vie en juillet 1996 à quelques 230 personnes, dont 45 Français. Gilles Marinet. C'est un peu l'homme providentiel, Lee Kreindler. Avocat new-yorkais, il s'est spécialisé dans la défense des victimes de catastrophes aériennes. Grâce à lui, les familles des 45 passagers français pourront poursuivre l'avionneur Boeing devant les tribunaux américains, ce qu'on leur refusait jusqu'alors. 3 ans de bataille juridique avec à la clé un enjeu financier considérable si le procès a lieu aux États-Unis. Les compensations financières auxquelles on pourrait prétendre en France seraient peut-être de 10 ou 15% des sommes que l'on pourrait obtenir aux États-Unis. C'est une différence énorme. 17 juillet 1996, 4 minutes après avoir décollé de l'aéroport de New York, le Boeing 747 explose en vol et s'abîme dans l'océan, au large de l'île de Long Island. Aucun survivant parmi les 230 passagers. L'hypothèse d'une valise piégée et d'un tir de missile ont d'abord été envisagées. Si elles ne sont pas officiellement écartées, les experts se déclarent convaincus que l'accident est dû à une suite de défaillances techniques, déclenchées par l'explosion du réservoir central. Et c'est bien l'opinion des familles françaises qui se félicitent de pouvoir maintenant plaider devant la justice américaine, procédure qui sera longue, difficile. C'est un premier pas. Ce n'est pas une grande victoire, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui restent encore en suspens. Avec la décision du tribunal fédéral, toutes les familles des victimes, quelle que soit leur nationalité, auront un traitement égal. Un dédommagement substantiel, certes, mais la mort a emporté à jamais leurs proches. Au chapitre politique, la décision de la CGT de ne pas participer à la manifestation du Parti communiste le 16 octobre prochain n'en finit pas de susciter réactions et commentaires. Clairement, la centrale syndicale prend son autonomie sur le terrain social et laisse la politique au Parti communiste. Le cordon ombilical semble donc bel et bien coupé. Des deux côtés, on essaye de minimiser la situation. Reste le revers ou le coup porté à Robert Rue qui s'en serait bien passé. Alban Mikosi, Arnaud Boutet et Jean-Louis Bousser. La manifestation anti-chômage organisée par Robert Rue marque-t-elle la fin d'une époque reléguée aux archives, celle où Parti communiste et CGT battaient le pavé d'un même pied militant? À la base, il y a cette prise de position de Bernard Thibault. La CGT ne peut pas être parmi les organisateurs d'une initiative dont les caractéristiques présentes sont éminemment politiques. Comprendre, les amis de Bernard Thibault ne seront pas co-organisateurs du défilé aux côtés du Parti communiste. Ce qui ne veut pas dire que les adhérents rencontrés cet après-midi ne défileront pas, mais à titre personnel. Dans le contexte actuel, dans les commentaires qui sont faits actuellement, ça aurait été une erreur que la CGT se prononce pour participer à cette manifestation. Mais individuellement, vous y serez? Individuellement, j'y serai. Cette contradiction apparente, Bernard Thibault l'assume. En assistant à l'Assemblée au débat sur les 35 heures, il s'est placé en position d'observateur privilégié et autonome. Voilà Robert Rue obligé d'en prendre acte. Il faut bien avoir à l'esprit que la courroie de transmission qui a existé un temps entre le Parti communiste et la CGT, c'est fini, c'est bien fini, et que j'ai contribué à ce que ce soit fini. Donc voilà le PC obligé de réussir tout seul sa mobilisation.
Dans les cellules, comme ici près de Nice, on puise dans les fichiers en essayant de faire contre mauvaise fortune bon cœur. 16 octobre, c'est ça? C'est ça, monsieur. Thibault a dit la CGT ne fait pas partie de la gauche plurielle au gouvernement. C'est tout à fait juste. Il faut qu'elle soit totalement indépendante devant le pouvoir politique. Cet alignement Parti communiste-CGT était évident depuis la Libération, surtout lorsque les leaders syndicaux étaient aussi membres de la direction du PC, comme ici Georges Ségui. C'est seulement en 1996 que Louis Vianney, le premier, a cherché à décrocher les wagons. Son successeur, le cheminot Bernard Thibault, s'y attelle aussi, mais de manière plus spectaculaire. Ce soir, au Parti communiste, on tente donc de faire bonne figure. Robert Rue accuse le coup, Gérard Leclerc, un coup que certains diront sévère. Oui, le coup est rude d'abord pour le Parti communiste. En prenant une image facile, on pourrait dire que le Parti communiste ressemble à une voiture qui en quelques années a perdu son moteur. C'était le modèle soviétique socialiste. Et puis une partie de ses passagers, c'est les militants, les électeurs. Enfin, donc maintenant, ce qui fut longtemps la courroie de transmission, c'est-à-dire la CGT. On pourrait encore ajouter la presse qui s'émancipe, un groupe parlementaire de plus en plus hétérogène, les maires des grandes villes qui eux aussi ont tendance à prendre leur distance. Bref, longtemps la force du Parti communiste a été sa cohésion avec toutes ces organisations. Aujourd'hui, il paraît menacé de délitement. La CGT, elle en tout cas, a bien compris que pour redevenir attractive et regagner le terrain perdu, notamment dans les entreprises face à la CFDT, eh bien il fallait qu'elle coupe les ponts avec le Parti communiste. Et alors, au passage, c'est un revers personnel pour Robert Rue. Oui, absolument, parce que Robert Rue s'est beaucoup impliqué dans l'organisation de cette grande manifestation pour l'emploi qui devait faire un peu oublier les déboires de sa liste aux européennes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'y est mal pris. Il n'a pas su créer les conditions pour que les grandes forces politiques et syndicales rejoignent cette initiative. Le forcing sur la CGT, on l'a vu, a échoué. Et donc, hormis des militants à titre individuel de la CGT, Robert Rue va se retrouver quasiment en tête-à-tête avec l'extrême gauche, avec quelques mouvements de chômeurs, avec une partie seulement des Verts, dans une manifestation qui risque de prendre un tour très anti-gouvernemental. C'est une situation qui n'est pas très confortable pour un parti qui est au gouvernement. C'est ce qu'on appelle déjà soit le grand écart, soit un début de schizophrénie. Merci Gérard Leclerc. En Corse, l'arrivée d'Elisabeth Guigou, saluée par la violence, avec 2 nouveaux attentats, encore une fois des locaux officiels pris pour cible. Le garde des Sceaux qui se refuse à trop commenter l'événement pour ne pas donner la part belle aux poseurs de bombes. Michel Fine, Thierry Breton. Dans les rues d'Ajaccio, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, remporte un certain succès. C'est bien de nous encourager. Hein, dites aux magistrats aussi, aux fonctionnaires. Et bonne journée. Bonjour, bon courage. Merci, c'est gentil. On est avec vous de tout notre cœur. Merci de me dire ça, c'est important. La population corse est vraiment là avec vous. Hier soir, les clandestins ont accueilli la ministre de la Justice d'une autre manière. Quelques heures après son arrivée, 2 attentats détruisent une perception en Haute-Corse et les bâtiments de l'Office national des forêts de Corté. Elisabeth Guigou refuse de commenter ces attentats, mais condamne la violence. La violence, vous voyez bien, les Corses en ont assez. Tous ceux que je vois me le disent. Ça s'exprime partout. C'est le fait d'une minorité. Et d'autre part, ça empêche le développement de l'île. Alors il faut arrêter. Hein. Bon, ceci dit, le Premier ministre a tendu la main. Il suffit de quelques mots, de condamner la violence. C'est pas quelque chose de très difficile à faire par des élus dans une assemblée démocratique. Condamner la violence, la plupart des nationalistes, y compris leurs élus, s'y refusent toujours. C'est le serpent qui se mord la queue, ce n'est pas le problème. Nous avons été élus sur un programme. Nous devons respecter la volonté des gens de ce pays qui est de soutenir une certaine forme d'action. Nous, politiquement, nous sommes définis clairement sur certains points et il n'est pas question de changer. Pendant ce temps, les clandestins, eux, se divisent. Un nouveau groupe armé, Fronte Patriotu Corsu, vient d'annoncer sa création. Il revendique 8 attentats. C'est la 5e structure clandestine en Corse. La société marocaine attend beaucoup du roi Mohamed VI. C'est aujourd'hui, à travers ce discours prononcé à Rabat pour l'ouverture solennelle du Parlement, que le nouveau souverain doit dessiner les grandes lignes de sa politique à venir. Mohamed VI qui a insisté sur la nécessité de mettre un terme à l'analphabétisation du pays, qui touche près de la moitié de la population. Bernard Lebrun. Andjelaba, costume traditionnel du parlementaire marocain. En ce vendredi jour de grande prière, Mohamed VI a confirmé si nécessaire combien il est un roi populaire. Fini l'époque où la police et les agents du palais contraignaient la foule à descendre dans les rues lors des apparitions royales.
Spontanément, ils sont venus applaudir celui qu'ils appellent leur bien-aimé, mais aussi leur roi des pauvres. Ils sont parfois venus de loin et avec des banderoles, comme cette délégation de l'Ayoun, chef-lieu du Sahara occidental, où récemment encore, il y eut des incidents. Pas un mot aujourd'hui sur la question du Sahara pour ce premier discours depuis la fin du deuil, à la tribune du Parlement devant les deux chambres réunies. Mohamed VI a donné le ton de son règne et fixé les priorités, l'enseignement et l'emploi. Dans un pays de 32 millions d'habitants, où il y a 20% de chômeurs et plus de la moitié de la population analphabète, il a confirmé la gratuité de l'enseignement primaire, mais annoncé pour les riches un enseignement supérieur payant, tout en développant les bourses pour les déshérités. Mais le roi a aussi critiqué vivement l'immobilisme de l'administration. Avec regret, nous constatons que des lois et des règlements sont encore aujourd'hui des obstacles, a-t-il affirmé à la tribune, avec une assurance qui étonne ce soir au Maroc chez ce jeune souverain de 36 ans. Oui, les temps changent au royaume chérifien quand on entend le roi parler de séparation des pouvoirs comme fondement de la démocratie. Mais la tâche est immense et l'argent manque pour construire des écoles et acheminer l'électricité. Grâce à la vente par Hassan II aux Espagnols du réseau téléphonique portable, son fils a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une fondation riche de plusieurs centaines de millions de dollars. Ses objectifs, éradiquer les bidonvilles, développer les installations sportives, désenclaver les campagnes. S'il y a un mot que l'on retiendra de ce discours, c'est bien celui de jeunesse. Un roi jeune, bien décidé à parier sur la jeunesse de son pays, qui compte, il est vrai, 70% de moins de 25 ans. Au Timor oriental, le retour de réfugiés à bord d'un premier avion qui atterrit aujourd'hui sur l'aéroport de Dili. En tout, 90 personnes sous haute sécurité qui ont choisi de revenir dans leur pays. Ils ont été accueillis par les troupes de la force multinationale qui a mis sur pied un camp d'hébergement. Le Haut Commissariat aux réfugiés espère assurer 2 vols par jour. Une nouvelle étape donc dans ce processus de rapatriement avec des navettes assurées par navire. Au Kosovo, le commandant de la force de l'OTAN, le général Jackson, laisse sa place à un général allemand. Klaus Reinhardt a pris ses fonctions aujourd'hui. Il est considéré comme l'une des figures marquantes de la Bundeswehr. Et puis on a appris en fin de journée concernant l'attentat anti-américain d'août 98 à Dar el-Salam qu'un suspect arrêté en Afrique du Sud avait été formellement mis en accusation aujourd'hui à New York. Les inondations au Mexique, terrible bilan, 250 personnes auraient trouvé la mort après les pluies diluviennes qui ont touché le pays ces derniers jours. Le nombre de victimes pourrait encore augmenter, 200 personnes sont portées disparues et plusieurs villages restent à ce jour totalement isolés. En France, l'incendie touchant un émetteur dans les Pyrénées-Atlantiques et qui a privé 250 000 personnes de radio et de télévision et d'origine criminelle. Le parquet antiterroriste de Paris a été saisi même s'il n'y a pour l'instant aucune revendication. David Bazier. L'action était audacieuse. Au milieu de la nuit, les auteurs de l'attentat ont ouvert une brèche dans l'enceinte de l'émetteur. En pleine montagne, à 900 mètres d'altitude, ils ont allumé l'incendie à l'aide de ces mèches lentes qui leur laissent 30 minutes pour fuir. À proximité de l'émetteur, une benta, une épicerie frontalière pour touristes, le propriétaire dormait. Je dormais et puis tout d'un coup, j'entendais, je ne sais pas si c'était 2, 3 ou 4 explosions. Et au moment de chaque explosion, la fenêtre comme une petite éclair. L'incendie a détruit les installations de transmission. 250 000 habitants de la côte basque sont privés de radio et de télévision. Des millions de dégâts pour TDF. Oui, c'est considérable, oui. C'est même très important. Là, pour l'instant, on ne peut absolument rien dire. On est en train de faire l'état des lieux. Le parquet antiterroriste est saisi. Les enquêteurs du SRPJ de Bordeaux s'attachent surtout au contexte. Cet attentat survient après la découverte d'explosifs et l'interpellation de sympathisants de l'ETA. Mais l'organisation terroriste n'a jamais commis d'attentat en France. Autre hypothèse, demain à Bayonne, une importante manifestation pour la création d'un département basque est prévue. Elle doit réunir des élus des partis classiques et des nationalistes. D'autres nationalistes pourraient ne pas apprécier. Sans émetteur, la manifestation aura moins d'écho. Venons-en maintenant à ce bras de fer qui oppose l'ancien maire de Cannes, Michel Mouillot, au juge qui l'a fait tomber. Un bras de fer peu commun, puisque cette fois-ci, c'est Michel Mouillot qui porte le fer, en accusant la compagne du juge d'avoir bénéficié d'un emploi de complaisance au cœur d'une instruction. Michael Darmon, Jean-Louis Normandin. Le juge Jean-Pierre Murciano contre Michel Mouillot. Entre l'ex-maire de Cannes et son tombeur, c'est un combat où tous les coups sont permis. Cette fois, Michel Mouillot attaque le juge sur le terrain privé. Il accuse le magistrat de grâce d'avoir fourni à sa compagne un emploi de complaisance.
L'affaire remonte en 1997. Le juge a mis en examen l'homme d'affaires suisse Nessim Gaon, qui reconnaît avoir versé 1,5 million de francs à Michel Mouillot contre des autorisations municipales. En 1998, selon cette lettre, Nessim Gaon embauche sans le savoir la compagne du juge Murciano à un poste de direction dans son hôtel cannois. Une coïncidence qui suffit à Michel Mouillot pour soupçonner une entente dans son dos entre l'homme d'affaires et le juge. Il est impensable que l'on puisse m'accuser aujourd'hui de tous les maux, alors même que par ailleurs, un juge qui a la responsabilité de l'instruction des casinos peut lui, parallèlement, faire engager sa compagne sans qu'on puisse trouver à redire. C'est immense, c'est énorme. Énorme, l'adjectif pourrait peut-être s'appliquer à cette tentative de Michel Mouillot pour déstabiliser le juge, car entre la chronologie de l'instruction et celle de la romance du magistrat, il n'y aurait pas de lien solide. Au moment, madame embauchée, est-ce que vous la connaissez? Absolument pas. Absolument pas. Je mets au défi quiconque de démontrer le contraire. Et pour tout vous dire, cette personne, à l'époque du fait, elle n'était même pas libre. En réalité, le juge Murciano serait sur le point de renvoyer Michel Mouillot en prison pour une nouvelle affaire de pot de vin. Les nombreuses enquêtes du juge de grâce sur les liens souvent opaques entre milieux financiers et politiques ont toujours dérangé beaucoup de monde dans sa juridiction. Ces méthodes déplaisent en haut lieu et fait exceptionnel, ce juge isolé fait d'ailleurs en ce moment l'objet d'une procédure disciplinaire. Les bons chiffres de la croissance, selon les dernières prévisions de l'INSEE, on parle désormais d'une croissance soutenue avec une hausse de 0,9% au troisième trimestre. Au total, les prévisions pour l'année à venir font état de 2,4%, une évolution qui marque une accélération de la croissance. Cette semaine qui s'achève aura été largement marquée par la discussion au Parlement de la deuxième loi sur les 35 heures, discussion qui reprendra mardi. Parmi les thèmes évoqués, bien sûr, le travail des cadres et leur capacité à réduire leur temps de travail. L'exemple chez Usinor où le recours au temps partiel donne de bons résultats. Nathalie Moisan, Rémi Poissonnier. Les enfants, vous allez faire un dessin. Peinture. Doucement. Peinture. À gauche, une femme cadre dirigeante, à droite, une mère de famille accomplie. Deux personnages irréconciliables, c'est bien connu, les cadres et la réduction du temps de travail, l'impossible défi. Un défi relevé par Paul Bourri depuis 4 ans. Lorsqu'Usinor propose à ses salariés de travailler à temps partiel, elle saisit l'occasion. Une semaine professionnelle réduite à 4 jours, mais pendant laquelle Paul Bourri ne compte pas ses heures. À 10 heures. C'est vrai que je suis plutôt très dense. Quand je suis au bureau, je suis centrée en permanence sur ce sur quoi on m'attend. Alors je perds en discussion, en rencontres informelles, en lecture. C'est vrai que vous êtes beaucoup plus sur la rentabilité immédiate. Précisément le jeudi 21, je ne suis pas là. Apprendre à planifier, déléguer, oublier le regard ironique des collègues, des conditions indispensables à la réduction de son temps de travail. Vous êtes confronté à la perte de pouvoir, vous devez lâcher prise, vous n'êtes plus partout et à tous les moments sur toutes les décisions. Et puis le dernier point, c'est que vous avez quand même l'impression que vous êtes aussi efficace que si vous étiez à temps plein. Des efforts pour gagner du temps et enrichir le champ de sa vie personnelle. Voilà, ouvre-moi ça m'arrangera. Je passe une grande partie de mon temps libre avec mes enfants ou sur des activités qui concernent mes enfants, mais je fais aussi d'autres choses et je pense que ça c'est intéressant parce que ça vous ouvre. Quand la préoccupation personnelle rejoint les objectifs de l'entreprise. Répondre aux besoins et aux attentes d'un certain nombre de personnes en matière de réduction individuelle du temps de travail. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est d'améliorer notre compétitivité en baissant la masse salariale. Car c'est prioritairement aux salariés les plus âgés et donc les mieux rémunérés qu'Usinor propose de passer à temps partiel. 28% du personnel en 4 ans. 1000 jeunes ont ainsi pu être recrutés à des salaires de base évidemment inférieurs. L'Assemblée nationale a adopté hier soir l'amendement Michelin. Cet amendement prévoit que toute entreprise doit avoir signé un accord sur les 35 heures avant de préparer un plan social. Le plan social de l'usine EPEDA a été rejeté aujourd'hui par la direction départementale du travail. La procédure de licenciement économique est donc suspendue pour au moins 3 semaines dans les 2 sites, celui de la Charité-sur-Loire et celui de Mer. Dans la compétition acharnée que se livrent Airbus et Boeing, les très bons résultats du numéro 2 de l'aéronautique civile, puisqu'Airbus a vendu 2 fois plus d'avions que le concurrent américain depuis le début de l'année. Jean-Bernard Schmitt.
900 000 rivets fixés en 30 heures et cette A340 est presque assemblée. Les chaînes de montage des Airbus à Toulouse tournent à plein régime et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Les carnets de commandes du constructeur européen sont pleins, la demande est continue. Depuis le début de l'année, Airbus a enregistré 343 commandes d'avions, plus du double de son concurrent, l'américain Boeing. Et cette prouesse n'est pas un accident. Airbus se rapproche de son objectif fixé il y a 10 ans, obtenir la moitié du marché mondial des appareils de plus de 100 places. Ces commandes en cours ont rattrapé celles de Boeing, qui a pris à l'occasion un bon coup de vieux. Boeing est une société plus ancienne qu'Airbus, et par conséquent, ses produits sont plus âgés et beaucoup plus coûteux à opérer pour les compagnies aériennes. D'autre part, Boeing a connu des problèmes d'organisation industrielle importants qui ont retardé les livraisons et les compagnies ont accordé plus de crédit à la capacité industrielle d'Airbus ces dernières années et cela se traduit aujourd'hui dans les commandes. Confronté à un ralentissement de son activité, Boeing a engagé une profonde restructuration et une réduction drastique de ses effectifs. Les dirigeants d'Airbus, quant à eux, doivent gérer leur succès. Le consortium européen devrait changer de statut, se transformer en une société privée. Mais les différents partenaires ont du mal à se mettre d'accord. Personne ne voudrait perdre sa part, tant l'affaire est devenue intéressante. Médecine avec cette greffe réussie, réalisée il y a un an, une greffe audacieuse, puisqu'un Néo-Zélandais avait bénéficié de la main d'un autre. Aujourd'hui, l'homme peut écrire ou nouer lui-même sa cravate. Un bilan extrêmement positif pour l'équipe lyonnaise qui avait entrepris cette intervention. Benoît Thévenet. Avec difficulté, la nouvelle main de Clint Hallam écrit « Hello » pour les photographes. Et c'est déjà un exploit. Même si le patient a grossi de 15 kilos à cause des traitements, les chirurgiens qui l'avaient opéré à Lyon se sont hier déclarés très satisfaits du résultat de la greffe. La main n'est pas rejetée. Il n'existe aucun signe de rejet au niveau de la peau. Et sous cet angle, le principal défi que représentait cette intervention a été remporté. Un an après que l'avant-bras d'un autre homme a remplacé la main qu'il avait perdue lors d'un accident, Clint Hallam peut à nouveau sentir le chaud et le froid jusqu'au bout des doigts. En revanche, la motricité de la main est encore partielle, même si le Néo-Zélandais affirme pouvoir faire la vaisselle et ses nœuds de cravate, c'est avec peu d'aisance. Ses chirurgiens lui reprochent d'ailleurs de n'avoir pas suivi correctement sa rééducation. L'une des raisons de mon retour en France, c'est tout d'abord de faire un bilan, mais aussi de mettre au point un programme de rééducation que je suivrai en Australie. Devant la réussite de l'opération, le professeur du Bernard a annoncé que 5 nouvelles greffes seraient tentées dans les prochains mois. Les chirurgiens voudraient notamment accomplir une performance en effectuant une double greffe sur un patient ayant perdu les 2 mains. À Strasbourg, ce robot à commande vocale dont nous vous montrions les premières performances dans une opération du cœur, ce robot baptisé Zeus a été utilisé pour une ablation de la vésicule biliaire, 45 minutes d'intervention. Le patient a quitté l'hôpital au bout de 2 jours. Lors de l'intervention, la caméra dans le ventre du malade était dirigée à la voix, alors que les gestes du chirurgien étaient analysés, sécurisés, puis retransmis par l'ordinateur à ce bras mécanique. Une page sportive, on attendait à Birmingham en Angleterre un retour sans faute du champion de judo Jamel Bourras. Tout avait bien commencé, 4 matchs victorieux, mais l'athlète en finale a dû se contenter de la 5e place. Et puis football, le match de demain soir dans les éliminatoires de l'Euro 2000 sera crucial pour les Bleus face à l'Islande. L'enjeu est d'importance puisque les Français n'ont pas d'autre choix, il leur faudra gagner pour que tout reparte comme au temps béni de la Coupe du Monde. C'était en 98. À la veille de cette rencontre au Stade de France, l'entraînement à Clairefontaine emmené par Roger Lemaire, Florent Gautreau, André Germain. Le genou de Zidane, c'est aussi important que la cuisse de Jupiter. Pas question de prendre le moindre risque avec le meneur de jeu des Bleus. Une défaite contre la Russie, 2 matchs nuls contre l'Ukraine. Les Français ont musardé en chemin. Résultat, ils vont jouer demain un match couperé contre l'Islande. Un match qu'ils n'ont pas le droit de perdre. Car une élimination signifierait la fin de l'aventure en bleu pour la plupart des champions du monde. Lama, Deschamps, Desailly et Blanc savent que ce genre de match peut s'avérer dangereux. Ils ont tous participé au fameux France-Bulgarie de 93. Ce soir-là, le but de Kostadinov avait éliminé les Bleus du Mondial 94. Un souvenir que tous veulent chasser de leur esprit. Quand j'entends parler du syndrome Bulgarie, c'est vrai que bon, il y a une déception qui sera toujours présente pour ceux qui ont participé à ce match-là. Donc c'est un match important, certes,
Mais ne remémorons pas des matchs qui n'en vaut pas lieu d'être remémorés, quoi. Je crois que c'est un match de coupe, il faut le gagner. Il faut le gagner comme il fallait gagner ce match contre les Pays-Bas en novembre 81. Dans son histoire, l'équipe de France s'est qualifiée 4 fois lors du dernier match des éliminatoires. Pour s'en sortir, elle s'est toujours appuyée sur un buteur génial et un public en or. En tant que spectateurs, nous avions le sentiment qu'il ne pouvait rien arriver à l'équipe de France. Et ça s'est passé comme ça s'est passé là. La victoire, il faut que tous les Français la veuillent samedi. Et bien entendu que cette volonté des Français rejaillisse sur le groupe. L'équipe de France joue son avenir, le sélectionneur aussi. Roger Le Maire aimerait bien que Zidane soit aussi efficace face à l'Islande que Platini face à la Hollande. À Lisbonne, la ferveur de dizaines de milliers de Portugais qui se sont retrouvés tout au long du parcours funèbre pour un dernier hommage à Amália Rodrigues. Le président de la République était lui-même présent à la cérémonie. Philippe Gassot. Celle qui en longs sanglots chantait la mélancolie à vous coller le blues est partie sous les ovations. Son dernier fado, un mot qui signifie destin, l'a emporté. Dans sa voix se sont mêlés le subtil parfum des mélopées arabes, des accents flamenco et des lointains chants du Brésil. Dans ce sillage de tristesse, un peuple s'est recueilli. 3 jours de deuil ont été décrétés, présidents et ministres se sont prosternés. La fille des faubourgs part comme une reine. Elle était devenue la voix du Portugal. Elle voulait s'en aller sous les applaudissements. Elle savait qu'au-delà de la mort, elle aurait besoin d'amour. C'est la tristesse, le gris et surtout le noir qui l'ont fait rayonner à travers le monde. Pour Amália, il n'y avait pas, c'est sûr, d'amour heureux, mais une communion d'un demi-siècle avec autant de fidèles. C'était peut-être cela, son bonheur, à elle. La mode avec le départ de Kenzo qui a célébré cette retraite volontaire au Zénith hier soir. 30 ans de création avec sa dernière collection, celle de l'été 2000, ainsi qu'une rétrospective. Ambiance de fête, le styliste japonais voulait saluer ses amis avant de partir pour d'autres aventures. Et la suite des collections de l'été 2000, avec sur les podiums le savoir-faire de Karl Lagerfeld pour Chanel et le talent de Christian Lacroix, qui semble avoir retrouvé une nouvelle énergie. Nicole Cornu-Langlois, Bernard Connor. Une jupe en maille quadrillée rebrodée de fleurs en ruban et le sweater que l'on retrouve sur une jupe en pliage de soie patchwork, c'est totalement le style Christian Lacroix. De saison en saison, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Plus particulièrement dans cette collection, des retrouvailles avec des imprimés géants et des mélanges impossibles ailleurs, mais cohérents chez lui. Avec peut-être une force retrouvée et plus de certitude que jamais. Je crois qu'il faut avoir le menton haut, se tenir bien droit et avoir de l'audace. Je crois que ce qui manque surtout ici et dans ce pays, je dirais presque dans ce milieu quelquefois, c'est de l'audace, de faire des choses, de se prendre en main. Alors c'est un peu tout ça qu'on essaie de dire. C'est vrai que la couleur, c'est vrai que les lignes géométriques, les imprimés peuvent avoir cet aspect un petit peu non pas agressif mais offensif. Ce qui n'exclut ni la sensualité, ni la légèreté, ni la séduction. Et c'est pourquoi cette collection perpétue la magie Lacroix. Avons-nous envie de porter du matelassé dans la torpeur de l'été? Pas évident. Et pourtant, Karl Lagerfeld semble en être persuadé, puisqu'il le décline sous toutes ses formes dans la collection Chanel. Une autre option peut être le reptile brillant en veste ou en tailleur. Le pailleté, l'imprimé géométrique ou fleuri, l'inévitable sigle, une allure sportive, des débardeurs résilles, une envolée de volants de mousseline, tels sont les points forts d'une collection qui rajeunit un nom consacré. L'artiste californien Ben Harper a choisi la France pour la sortie mondiale de son 4e album. Cet amoureux de Jimi Hendrix et de Bob Marley, particulièrement apprécié en Europe et notamment chez nous. Olivier Lenuzza, Christophe Vignal.
Comme un poète, il promène son âme et ses mots. La musique, c'est la sève de la vie. L'eau, le feu, l'air et la musique. Comme un prophète, il chante l'amour, la paix et l'harmonie. La musique et les voix ont une vie propre qui nous échappe. Elles vivent et respirent d'elles-mêmes. Après 5 années de tournée de concerts, Ben Harper s'est enfermé 6 mois dans un studio. 6 mois pour nous offrir son 4e album. Ben Harper, qui aime chiner dans les échoppes parisiennes en quête de nouveaux sons. La corde sympathique, c'est exactement comme le beurre que l'on va mettre dans les spaghettis. La musique est un langage universel qu'il faut parfois traduire. J'ai grandi dans une boutique qui ressemblait à celle-ci. Donc je me sens un peu chez moi ici. Et je regarde tous ces instruments, chacun a sa propre voix, son son bien à lui. D'où vient la sensibilité? J'en ai aucune idée. C'est quelque chose que vous possédez ou non, que vous ressentez ou non. Vous êtes peut-être né avec, je sais pas. Mélange des sons, mélange des genres, rock, gospel, reggae et blues. Ben Harper, un artisan musicien qui nous rappelle que la plus belle des élégances est bien celle du cœur. Avant de refermer ce journal, ces images de l'un des plus grands volcans d'Équateur qui a rejeté quelques 5000 tonnes de cendres sur la ville de Quito. Une couche de cendres d'1 millimètre s'est déposée dans les rues, sur les toits des maisons et les arbres des parcs. Mercredi dernier, des milliers de personnes, balais à la main et masques sur le nez, ont entrepris de nettoyer les façades des maisons et des immeubles. Ce volcan est haut de quelques 5000 mètres et situé à quelques kilomètres de la capitale, qui est donc Quito. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres. La justice britannique décide d'autoriser l'extradition d'Augusto Pinochet vers l'Espagne. L'ex-dictateur chilien aussitôt fait appel. Une bataille juridique en perspective. La joie de ses opposants à Santiago. À Londres, après la catastrophe ferroviaire de Paddington, les premiers éléments de l'enquête démontrent l'erreur humaine. L'un des conducteurs a brûlé un feu. Le système de freinage automatique n'était pas enclenché. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55, la série policière du vendredi, PJ. 0h10, le dernier journal, Laurence Ostolazza. Demain à 7h, dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit Salman Rushdie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.